Bien, alors, de toute la journée, la salle et les internautes n'ont pas pu poser une seule question, donc j'imagine qu'il doit y avoir des questions, des frustrations des uns et des autres. Alors, pour les internautes qui veulent poser des questions, c'est possible, mais il faut qu'ils sortent du plein écran et ils pourront écrire leurs questions en bas. Ça a déjà été lancé il y a quelques minutes et on a commencé à en recevoir, puisqu'il y avait pas mal d'internautes qui ont suivi la journée courageusement et qui ont commencé donc à nous envoyer des questions. Voilà. Alors, on a commencé à en recevoir. Alors, première question, est-ce que l'épidémiologie est la même dans les différents coins du monde? Je sais, pardon. Hop, pardon. Ça aurait été bien que Bénédicte réponde, mais je pense que la réponse est déjà dans la présentation de Bénédicte de ce matin, puisqu'on a vu que en France, déjà à l'intérieur de l'Hexagone et puis dans les DOM, dans les TOM, il y a des variations importantes d'incidence de 1 à 4. Hein, donc, l'épidémiologie, elle dépend beaucoup des maladies qui sont en cause dans la maladie rénale chronique. Donc, il y a des grandes variations d'un territoire à l'autre. Et c'est peut-être à l'échelon du territoire français un argument pour territorialiser, certainement, parce que finalement les enjeux ne sont pas forcément les mêmes déjà d'une région française à l'autre. Hauts-de-France, 93, c'est pas la même chose que Nouvelle-Aquitaine, quoi, par exemple. Oui, on l'a vu d'ailleurs tout au long de la journée où on a beaucoup parlé de la territorialisation. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ah, ben voilà. Allons-y. Bonjour, donc moi je suis néphrologue et je voulais surtout revenir sur la multidisciplinarité dont on a parlé ce matin et effectivement l'importance de la première ligne, donc de nos confrères généralistes. Et effectivement, quand on parle de forfait, d'étendre le forfait de la MRC pour les stades plus précoces, je pense qu'il est extrêmement important dans cette phase de prévention et de prise en charge. On a parlé de soins de support, mais finalement ma déception c'était de ne pas voir les diététiciennes également au premier plan, puisque la prise en charge diététique, l'activité physique, il faut qu'elle soit sur le terrain, au proche des patients, et ça marchera mieux si elle est faite au niveau des pôles de santé ou au niveau des communes, parce que quand on a des patients qui ont des difficultés à se déplacer, ils ne vont pas aller à la maison de sport santé ou aller à l'hôpital, et c'est dans leur lieu de vie qu'on va plus pouvoir les accompagner. Donc de penser à ce que cette forfaitisation sur les stades plus précoces soit réfléchie avec nos confrères généralistes. Oui, merci. Alors la question, je la prends parce qu'elle m'intéresse beaucoup. Effectivement, quand le forfait MRC a été créé, on a tous considéré que c'était une avancée, mais comme j'ai l'habitude de le faire et de mettre les pieds dans le plat, j'ai dit d'emblée que c'était une erreur. J'ai dit d'emblée que c'était une erreur de faire un forfait MRC qui était strictement centré sur les structures hospitalières. C'était une mauvaise image pour des patients qui n'étaient pas encore, en tout cas pas tous, hospitalisés ou qui n'étaient pas encore dans l'habitude d'aller dans les structures hospitalières, et qu'au contraire, ce forfait MRC, il fallait le faire en ville, en lien avec la médecine de première ligne, et permettre une prise en charge pluriprofessionnelle orientée MRC, probablement plus tôt, mais surtout en ville. C'est ce qui m'a décidé à faire un article 51. On a mis 2 ans, alors il n'y a que des fous comme moi qui peuvent y arriver quand on est en libéral, pour arriver à faire un article 51, parce que c'est hyper complexe. Mais je peux le dire aujourd'hui, puisqu'on a une réunion du comité de pilotage national cette semaine, on a aujourd'hui 1000 patients inclus, entre Hauts-de-France, Île-de-France et Occitanie, dans Pro-IRC, qui est l'intitulé de l'article 51 que nous avons porté, par le biais du syndicat des néphrologues libéraux, et qui revient à faire du forfait MRC en ville, avec des infirmières de coordination libérales, des diététiciennes libérales, des néphrologues libéraux, et avec des organisations différentes suivant les régions,
des patients qui ne vont plus dans les structures hospitalières pour bénéficier de cette prise en charge en amont de la suppléance. Et qui plus est, nous avons élargi ce forfait au stade 3B. Donc on a une expérimentation sur 5 ans, c'est un gros projet. J'espère que nous arriverons à démontrer que c'est ça qu'il faut faire, tant en termes de satisfaction des patients, d'adhésion des patients, de compliance des patients, mais surtout de résultats en matière épidémiologique. Donc c'est en cours et je crois beaucoup à ce type de démarche parce qu'effectivement, vous l'avez dit, la diététique, Dieu sait si elle est importante pour freiner la vitesse de dégradation de la fonction rénale, mais malheureusement en ville, elle n'est pas remboursée. Et dans les établissements de soins, c'est souvent assez difficile d'arriver à avoir un accès à la diététicienne hospitalière lorsque le patient est strictement ambulatoire, puisque c'est bien ces patients-là dont il s'agit, et c'est bien ces patients-là qu'il faut prendre en charge le plus tôt possible. Oui, on a démarré la journée en parlant du plan cancer. Une des grandes forces de la cancérologie, c'est que les centres de lutte contre le cancer ont développé très très vite des consultations déportées. Ils sont allés, sont sortis de leur mur et sont allés voir ce qui se passait. Et donc il y a différentes voies évidemment pour créer une activité de néphrologie de ville. Il y a bien sûr la néphrologie libérale, mais elle est quand même majoritairement, dans le temps des néphrologues libéraux, je parle sous le contrôle de Jean-Paul, dédiée à une activité en milieu hospitalier, enfin en milieu en tout cas hospitalier privé. Mais je prends ma casquette associative. Les associations ont un rôle très important aussi dans ce domaine-là, parce que finalement, les associations sont les opérateurs d'un très grand nombre de structures de proximité légères, type unité d'autodialyse, autodialyse, dialyse médicalisée, et évidemment suivre les patients à domicile. Donc il y a une présence néphrologique dans des sites qui sont éloignés des centres hospitaliers, dans lesquels parfois il y a des néphrologues, parfois il n'y a pas de néphrologues. Et évidemment, souvent, ce sont des néphrologues hospitaliers publics qui vont travailler en concertation avec les associations pour assurer la continuité des soins, la continuité de l'équipe soignante. Mais c'est un accès de proximité à des avis néphrologiques. Et je pense que ça, c'est très important dans le domaine de la prise en charge. Parce que le fait d'avoir à se déplacer, comme le dit Jean-Paul, le fait d'avoir à se déplacer dans un établissement hospitalier peut être pour un certain nombre de patients qui habitent dans des secteurs éloignés, une contrainte. Je ne sais pas si vous avez un jour essayé de rentrer dans Lyon en venant de l'Est ou du Nord, un jour de grand départ en vacances, par exemple, eh bien, ça peut être parfaitement rédhibitoire. Et donc, si le néphrologue, il est présent dans une unité de proximité pour voir les patients qui sont dialysés dans le cadre des visites, je dirais, réglementaires et nécessitées par la suivi de ces patients, et qu'en plus, il peut avoir un bout de consultation en connexion avec les professionnels de soins primaires du secteur, ça va faciliter l'accès aux soins. Je pense que c'est... Je veux dire, on n'est pas très nombreux. Donc, toutes les composantes, toutes les fois qu'un néphrologue peut aller au contact des patients dans la proximité, c'est une très bonne chose. Merci Maurice. Alors, il y a plein de questions qui arrivent. Je vais en prendre une qui, en plus, est une question d'un journaliste du quotidien du médecin. J'ai entendu à plusieurs reprises, les étoiles sont alignées. Je crois que c'est Jean-Marc qui a employé cette... oui, je repasserai dans la salle après, on va alterner. Pour qu'un plan MRC puisse voir le jour, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous entendez par là? Pouvez-vous expliciter? Le plan, je l'ai dit, mais je le répète, hein. Il faut être conscient que seule la prévention permettra d'alléger donc le fardeau humain et budgétaire et social de la MRC.
Donc on voit déjà les effets d'une meilleure prise en compte de l'hypertension, les effets des nouveaux médicaments tels que les glyphosines, avec la stabilisation, et puis donc une incidence en dialyse qui a tendance à baisser. On sait qu'il y a des programmes, notamment le programme Opti-MRC, qui avait montré qu'avec un investissement à partir du stade 3B sur la prévention, avec un investissement de l'ordre de 340 millions d'euros au total, pourrait faire baisser un nombre de dialysés de l'ordre de 20%, à moyen terme. Et c'est-à-dire que ça représenterait quand même 380 millions d'économies d'euros. Et net, bien sûr, des investissements. Si on ajoute à cela le progrès des traitements conservateurs, ou encore éventuellement le plan greffe, en l'améliorant encore, on peut même viser jusqu'à 550 millions d'euros d'économies. Jean-Marc, pourquoi vous dites que les planètes sont alignées ? Les planètes sont alignées, c'est la présence aujourd'hui de tous ces penseurs, des gens qui se penchent sur cette pathologie des maladies rénales, et on y est tous. Donc c'est là où c'est la première fois qu'on peut tous se rencontrer et parler tous d'une même voix. Et donc ça, c'est l'important. Maintenant, entre le discours et les résultats, il faut que tout le monde s'y mette, y compris les décideurs publics, pour qu'on arrive à quelque chose. Ouais, je vais passer la parole à Luc, mais vous avez entendu tout à l'heure quand même quelque chose d'intéressant, c'est qu'Agnès Firmin-Le Baudot, ancienne ministre, a dit qu'elle soutenait, qu'elle appelait de ses voeux un plan MRC. Donc ça avance, les décideurs politiques, ça avance. Juste ce que je veux dire, ça fait écho à ce qu'a dit Jean-Marc, c'est qu'à partir de 2019-2020, la présidence de Marie-Yvonne Ourmand à la SFNDT, puis moi j'ai pris la suite, François a continué, il y a eu vraiment des efforts pour provoquer un rapprochement de plus en plus significatif et concret, et vraiment un rapprochement synergique de toutes les composantes de notre spécialité. Avant, c'était très éparpillé, etc. Et là, un des reflets de ça aussi, c'est la volonté, ça a été dit par Vincent Lacombe particulièrement tout à l'heure, c'est la volonté vraiment de voir le parcours MRC et non pas comment dire, des sections comme ça de prise en charge individualisée. Non, c'est un ensemble, et c'est les patients qui nous disent comment faire, hein. Ils sont vraiment les chefs d'orchestre, et tous les acteurs sont là, et en continuant ensemble, on va certainement arriver à des résultats vraiment concrets. Je pense qu'on peut vraiment dire que les étoiles sont alignées dans la mesure où on sait comment dépister maintenant. On sait le faire simplement, et on est bien en cheville maintenant aussi avec les médecins généralistes pour diffuser le message et faire que ce dépistage soit fait en proximité, en premier recours. On sait comment traiter quand on est dépisté maintenant. On sait que ça marche, on le voit dans l'incidence, on le voit à travers différentes choses. On sait comment accompagner les patients. On sait que la consultation singulière avec le néphrologue, c'est un modèle qui est dépassé et qu'on a besoin d'équipes pluridisciplinaires pour le faire. On sait comment les patients peuvent être mieux pris en suppléance ou pas en traitement conservateur. Donc ça, c'est vraiment une situation qui est assez particulière dans notre histoire. Et ensuite, on a une actualité qui est quand même assez riche. On a eu la mise en place du forfait de prise en charge de la maladie chronique, qui a été une grande première dans toutes les maladies chroniques. C'est la maladie rénale chronique qui est prise au titre du forfait. C'est quand même une innovation. On a des discussions en cours sur la réforme de la dialyse, des autorisations, des tarifs. C'est aussi une occasion de remettre en cause notre modèle de soins. On a un plan greffe qui fonctionne mieux qu'on ne le craignait, moins bien qu'on ne le voudrait, mais dont on appelle maintenant le renouvellement. Donc on vit une période qui est assez riche en termes d'évolution de notre discipline. Donc oui, c'est aligné. Je voudrais rajouter une chose, Jean-Paul, c'est que si j'ai annoncé quelques chiffres, c'est parce que les chiffres parlent aux politiques. Voilà. Ça, c'est vrai. Il y avait une question dans la salle tout à l'heure. Il y en a plusieurs. Une là, après une autre de Pascal. Oui, prenez le micro. Hein. Oui, bonjour.
Concernant le stade 5... Vous pouvez vous présenter. Bonjour, Vincent Vercamer, je suis à la DNS au ministère de la Santé. Mais bon, concernant le stade 5, il y a à peu près, de mémoire, moins de 10% des patients qui vont être en dialyse à domicile. Ma question, c'est pourquoi, là où, d'après les études, en termes de qualité de vie et de mortalité, il y a c'est une modalité qui pourrait, je dirais, convenir à, j'ai compris, à peu près plus de 20%. Donc comment on explique ce décalage entre ceux qui sont effectivement à domicile et ceux qui, je dirais, pour lesquels ça serait adapté? C'est une question pour Maurice, typiquement. Madame Yegel, ce matin, nous a dit, au début d'après-midi, nous a dit, moi, si je veux dialyser à domicile, je dialyserai à domicile. Et c'est sûr que c'est la volonté du patient qui prime. La volonté du patient modulo aussi la volonté de son entourage, parce que l'entourage peut dire, non, ramener la dialyse à la maison, ça ne nous intéresse pas du tout. D'accord ? Donc je pense qu'il y a une conjonction de facteurs pour faire en sorte que les patients puissent être traités à domicile. Bon. Les contraintes matérielles, ok, oublions-les. On peut, dans nos associations, multiplier, je dirais, mais dans une proportion évidemment raisonnable, les fréquences de livraison, puisqu'on a quand même des matériels consommables qui sont un peu volumineux. Bon. Donc, quand on fait des livraisons, par définition, la dialyse à domicile, elle se passe souvent dans des sites un peu éloignés. Donc, il y a des contraintes logistiques. Il faut multiplier les tournées de livraison de consommables et de récupération de matériel utilisé. C'est pas toujours très simple au point de vue organisation. Bon, ça, c'est un premier point. Ensuite, il y a le fait quand même qu'un certain nombre de patients qui pourraient être traités à domicile disent « Oui, mais moi, je ne veux pas imposer ça à ma famille. » Souvent, quand même, il faut réserver une partie des surfaces pour, je ne parle pas du consommable, mettons-le de côté, mais ne serait-ce que pour le temps du traitement. Si c'est, comme ça se développe beaucoup actuellement, une dialyse quotidienne qui dure 2 heures avec une petite machine, bon, très bien, mais il faut quand même avoir un espace relativement serein. Donc, s'il y a des gamins de 5 ou 6 ans qui sont là en train de courir au milieu des tuyaux, c'est pas forcément pas bon. Je caricature, mais c'est un peu ça. Il faut avoir la possibilité quand même d'être calme. Et puis, simplement, il y a cette réticence, quoi. Vous savez, bon, c'est une maladie chronique silencieuse. Il y a un traitement qui est un peu, bon, instrumental, quoi. Même la dialyse péritonéale, c'est quand même un peu instrumental. Il y a des poches, il y a des tuyaux, etc. Donc on peut ne pas tellement avoir envie de ramener la dialyse à la maison. Il y a un certain nombre de patients jeunes et actifs qui disent finalement, moi ce qui m'intéresse, c'est d'aller dans un centre de dialyse. Je m'occupe de rien. Je vais au centre de dialyse, on me dialyse, je repars et je repars travailler. Bon, ça c'est une possibilité. Après, en dehors de cette acceptation par l'entourage, il y a aussi le fait que ces patients doivent consentir un effort qui est loin d'être négligeable pour se traiter à domicile, assurer, je dirais, un petit élément d'anxiété qui peut être lié au fait de se piquer, au fait de monter le circuit de la dialyse, etc., de se surveiller soi-même avec l'aide d'une tierce personne. Il y a des freins. Alors, en dehors de ces freins-là, il y a aussi des freins, je dirais, réglementaires. En France, on a une obligation de tierce personne. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'une personne de l'entourage soit présente pendant les séances pour assurer la sécurité. Ce n'est pas du tout le cas de nos voisins belges ou aux Pays-Bas, par exemple, où les patients se traitent en solo, à domicile, sans que ça pose plus de problèmes que ça. Mais on est quand même un peu coincé par cette réglementation. Après, il y a les aides qu'on peut faire à domicile. Par exemple, pour la dialyse péritonéale, et encore, c'est un sujet qui est un peu épineux actuellement. Et sur la dialyse péritonéale, l'acte infirmier de branchement de la dialyse péritonéale à domicile et de changement de poche est inscrit à la nomenclature de l'assurance maladie. Donc, une infirmière libérale peut intervenir au domicile et aider un patient dépendant à changer ses poches. C'est un élément qui permet de mettre à domicile, de conserver à domicile
des patients âgés, dépendants, qui n'auraient pas la possibilité de se manipuler eux-mêmes, mais qui vont être aidés par une infirmière. Et c'est un facteur très important de maintien de la qualité de vie de ces personnes. Pour l'hémodialyse, ça n'existe pas, la nomenclature. Donc on ne peut pas, quand on fait de l'hémodialyse à domicile, être aidé par une infirmière. Ou alors, ce que nous faisons dans les associations, c'est que c'est nous qui rémunérons l'infirmière sur le forfait de l'hémodialyse à domicile. Mais il y a une espèce d'asymétrie, c'est-à-dire que les traitements à domicile ne sont pas gérés, ne font pas l'objet des mêmes prestations quand on compare l'hémodialyse à la dialyse péritonéale. Donc ça, il y a des petits obstacles réglementaires qui devraient être levés. On devrait avoir un peu plus de souplesse là-dessus, quoi, c'est clair, pour pouvoir être mieux à même de respecter la volonté des patients. Luc, un mot? Non. Ouais, juste un mot, mais ça fait écho à ce que disait Maurice, c'est que le CNP de néphrologie, dont je suis le président depuis 4 ans, il est au milieu d'un ping-pong entre les autorités de santé par rapport à la prise en charge de la ponction de l'abord vasculaire d'hémodialyse à domicile. On nous demande de faire des saisines tous les ans, une saisine. Bon, la Belgique, ils ont fait ça en quelques mois, et puis ça fait des années que les patients bénéficient d'une infirmière à domicile pour le piquage. Donc je pense qu'il faut peut-être se mettre tous ensemble, quoi. Jean-Marc. Je voudrais rajouter une chose. Quand on parle de la dialyse à domicile, il faut compter aussi les coûts indirects pour le patient et la collectivité. Donc, d'après le rapport Rhin, c'est un peu plus d'un tiers des patients dialysés qui sont en âge de travailler. Nous avions fait une enquête à France Rhin en 2021 sur la qualité de vie des patients dialysés, et ceci révélait que 42% des patients dialysés en âge de travailler avaient dû arrêter leur activité professionnelle du fait de la maladie. Et quand on voit que l'INSEE dit que dans les 6 mois suivants la perte d'un emploi, les revenus du ménage baissent de 31%, que la consommation baisse de 35%, il faut quand même réfléchir. Donc la perte d'activité de ces patients, qui sont pourtant en mesure de travailler vu leur âge, a un impact clair sur les cotisations sociales non perçues, puisqu'ils ne travaillent plus, par les pertes de recettes fiscales parce qu'ils consomment moins, mais aussi le coût des indemnités sociales qu'ils peuvent recevoir. Et donc, si on reprend toutes ces valeurs, eh bien, à ce moment-là, on va quand même rééquilibrer certainement le coût de la prise en charge du patient dialysé et qui travaille. Oui, tout à fait. Autre question dans la salle? Oui, madame. Et après, Pascal. Oui, moi je voulais insister sur le fait qu'il y ait besoin d'avoir un plan MRC parce que j'ai l'expérience de voir comment sont pris en charge les patients atteints de cancer. Merci. Une dernière question et on arrête. Oui, Pascal veut intervenir. Pourtant, il a beaucoup parlé déjà. Vous aviez évoqué en tout début de colloque, je pense que c'est Bénédicte Stingel ou peut-être vous, une intervention de l'OMS sur le sujet. C'était vous? C'était vous. Est-ce que vous pourriez revenir là-dessus?
Alors, je n'ai pas été regarder toute l'intervention, mais il se trouve que fin mai, l'Organisation mondiale de la santé a dit oui à la reconnaissance de la santé rénale comme une priorité mondiale. Voilà. Alors, j'ai pas lu la résolution, j'ai pas lu le texte, etc. Mais voilà, j'ai vu rapidement ça. Ça a d'ailleurs été une collègue qui m'a pointé ce document. Donc, je me suis dit, ben, ça tombe vraiment bien avec ce colloque. Alors, attendez, j'ai une question là, et on me dit qu'il faut arrêter. Alors. Il y avait une question, oui, allez-y. Micro à côté, là. On a parlé beaucoup aujourd'hui donc, des facteurs de risque de la MRC. On a parlé du diabète, de l'hypertension, de l'obésité aussi. On le voit aussi dans le petit leaflet qu'on a eu ce matin. Ma question, c'est est-ce que finalement l'ambition, ce ne serait pas d'insérer la MRC dans un plan ou une stratégie, peu importe le nom, mais autour des maladies chroniques? Parce qu'on l'a vu dans le rapport chargé produit de l'ACNAM, on parle des maladies cardiovasculaires et associées. On voit qu'il y a une approche globale de tout ça. Donc, voilà. Alors, le problème, très rapidement, c'est qu'on voit bien qu'en matière de maladies rénales chroniques, on a tout un parcours à structurer, à construire, à mieux coordonner, qui va d'un dépistage jusqu'à un traitement de suppléance. En matière cardiovasculaire, on pourrait assimiler la maladie rénale chronique comme étant aussi dans le lot des atteintes vasculaires en général, surtout avec les pathologies chroniques. Mais faire un grand plan pathologie chronique, c'est faire la santé de demain, quoi. Et on dilue tout parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, ça va être l'enjeu de santé publique de ce qui va se passer avec le vieillissement de la population. Alors, Christian, 2 mots, et après, on arrête. Ce matin, on a vu que le cancer avait un institut du cancer national avant d'avoir un registre. Nous, on a un registre qu'on va enrichir. On va essayer de produire de plus en plus de connaissances, mais l'Agence de la biomédecine aussi va, côté recherche, essayer de voir comment on peut travailler sur la xénogreffe, etc. Et la question que je vous pose, c'est est-ce qu'il faut que dans le plan santé rénale, il faut prévoir un effecteur pour l'équivalent d'un institut de santé rénale? Oui, je pense qu'effectivement, ça peut tout à fait se poser. Alors, avant qu'on termine, je voudrais simplement vous lire un témoignage conclusif de cette journée qui nous est arrivé par Internet. Bravo et merci pour ces interventions et l'ensemble de ce colloque qui donne confiance envers les acteurs de notre système de santé, en particulier les professionnels de la prise en charge de la maladie rénale, tellement investis dans notre cause. C'est un patient, hein, visiblement. Merci de faire renaître l'espoir d'une prise en charge encore mieux adaptée et à l'écoute des besoins des malades. Merci d'avance pour l'appui apporté aux bénévoles de France Rhin sur le terrain toute l'année, en particulier pour faire des dépistages. Je trouve que c'est une très très belle conclusion. Et ça tombe bien parce que mon premier mot, c'était merci. J'en ai pas pour longtemps. Merci de nous avoir permis de vous entendre. Merci de nous avoir permis de mieux comprendre un certain nombre de choses. On n'a pas la science infuse, évidemment. Merci aussi de nous avoir donné une liste que j'attends, mais au moins les indications sur ce que nous devrions faire, pourrions faire, ce que vous souhaitez. Je ne dis pas que tout arrivera, hein, mais il faut au moins qu'on ait la possibilité de le savoir. J'avais parlé ce matin du meilleur et du pire. On a clairement eu le pire avec un certain nombre de témoignages très difficiles, très durs, pardon. La liste de lacunes, d'obstacles, de difficultés, de bureaucratie, enfin bon, j'en passe malheureusement, et des meilleurs. On a aussi eu le meilleur, et le meilleur, c'est les témoignages, c'est votre engagement, c'est votre détermination, c'est votre volonté d'avancer et de nous, quand je dis nous, c'est la communauté, la collectivité, pardon, nous forcer à avancer. Sachez que ce message-là, il est très clairement passé. On a évidemment aussi noté des difficultés concernant la pénurie,
concernant la façon que nous avons de ne pas encourager les Français à donner. Et ça, on en a parlé avec Jean-Louis Touraine, mais il y a effectivement des choses à faire. Sachez que nous, enfin, je dis nous, c'est en l'occurrence Jean-Claude Grelier, pardon, qui me prie pardon à nouveau de l'excuser de son obligation. Il a tout entendu. Il aura un débrief complet. Nous savons maintenant ce vers quoi nous devons aller. Je ne garantis rien, je ne fais aucune promesse, je fais juste la promesse d'écouter, enfin, d'essayer de faire ce que vous avez dit. Et je vous remercie infiniment. Sachez que nous sommes toujours à votre disposition et que nous sommes, enfin, Jean-Claude Grelier, pardon, c'est pas nous de Majesté, est extrêmement heureux d'avoir accueilli ce colloque. Je l'ai dit ce matin, je le redis. Et donc, comme le témoignage, moi je dis merci.